Nous sommes très contents d'avoir nos amis au Sénégal actuellement avec nous. Donc, je crois que c'est une bonne idée de commencer. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et on va jeter un coup d'œil de temps en temps ou répondre aux questions à la fin. Puis voilà. Donc, je suis Katie Wheelock avec Vive l'expérience et aujourd'hui, on vous offre un webinaire pour parler de cours de la paix au Sénégal. Matou qui est là. Matou, tu voudrais te présenter un tout petit peu? Oui, bien sûr. Mon nom c'est Matou Diallo, donc je suis sénégalais d'origine et je vis au Maryland. J'enseigne le français ici dans une école privée. Euh, je veux dire que Corps de la paix, c'est le début de ma carrière. Donc tout a commencé avec le Corps de la paix au Sénégal il y a quelques années. Voilà, et je suis le directeur de Vive l'expérience au Sénégal. Chez moi, je crois il est 11 heures maintenant. Voilà. Comme quand j'étais au Sénégal, j'ai vécu au Sénégal dans les années 90. J'ai pu rencontrer beaucoup de volontaires dans le cours de la paix. J'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'ils font. Et en rentrant aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de travailler dans le siège central à Washington. Quand je suis au Sénégal, j'aime toujours avoir des liens avec cette organisation qui fait beaucoup pour le pays au Sénégal et dans le monde entier. Et j'avais vraiment de la chance l'année dernière. Une des profs qui voyage avec nous a dit, j'ai une copine qui habite au Sénégal et j'aimerais bien la voir s'il est possible. Et c'était Madame Joanne Yeager Salah, qui est la directrice au Sénégal pour le cours de la paix. Et comme ça, on a commencé à parler et c'est comme ça que cette idée de vous offrir ce webinaire est née. Donc, je vais donner la parole à Joanne et je ferai mon mieux avec les diapositives pour son groupe et voilà. Donc, à vous, Joanne. Hein? Merci beaucoup, Cathy. Bonjour tout le monde. Assalamu alaikum. Euh, Maaleykum salam. oui, nous sommes très contents aujourd'hui de participer dans cette présentation. Alors, mon aventure avec le Sénégal a commencé il y a plus de 40 ans avec le Corps de la Paix, lorsque j'étais volontaire au sein du programme Animation rurale. Au lycée, j'ai étudié l'Allemagne parce que mon père le souhaitait. Mais c'était à l'université que j'ai réalisé mon intérêt pour le développement international et plus particulièrement pour le Corps de la Paix. Je me suis dit que mes chances d'être acceptée seraient meilleures si je parlais français ou espagnol. J'ai donc suivi un cours de français pendant mes 2 dernières années d'études. Et cette décision a déterminé le cours de ma vie. J'ai passé la moitié de ma vie dans cette région. La boucle est bouclée. Après avoir commencé comme volontaire du Corps de la Paix et être aujourd'hui directrice nationale du Corps de la Paix au Sénégal, je suis chanceuse et reconnaissante que la vie que le Corps de la Paix Sénégal m'a offerte. Nous sommes ici pour vous présenter le Corps de la paix et vous montrer comment l'apprentissage des langues est intégré à toutes nos activités. D'emblée, j'espère que vos cours, vous partagerez avec vos élèves l'opportunité exceptionnelle que représentait le service au sein du Corps de la paix, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Le service au sein du Corps de la paix est une expérience transformatrice et nous sommes ravis de partager notre approche avec vous aujourd'hui. Cette semaine est la semaine du Corps de la paix, Peace Corps Week, et nous célébrons le 65e anniversaire du Corps de la paix. Nous sommes une agence gouvernementale américaine autonome créée en 1961 par le président John F. Kennedy. La mission du Corps de la paix est de promouvoir la paix et l'amitié. Le Corps de la paix intervient dans plus de 60 pays à travers le monde et plus de 240 000 Américains ont servi comme volontaires.
Les premiers volontaires sont arrivés au Sénégal en 1963 et près de 4500 personnes ont y servi. Aujourd'hui, une centaine de volontaires sont engagés dans 3 programmes: agriculture, environnement et santé. Permettez-moi de vous présenter les membres de l'équipe qui se joint à moi aujourd'hui. Monsieur Bamba Diop, notre directeur adjoint de la programmation et de la formation. Monsieur Sahir Dia, notre responsable régional et ancien coordinateur linguistique. Et si elle est ici, Madame Chris Hoffer, notre directrice de la programmation et de la formation. Nous sommes très contents et je voudrais donner la parole à Bamba. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la directrice. Merci beaucoup, chers membres de Vivre l'expérience et tous les autres membres qui participent à ce webinaire aujourd'hui. Et c'est un grand honneur de venir partager notre expérience avec vous, tout en sachant que ça va faire tache d'huile pour les autres, notamment les élèves et les étudiants que vous encadrez. Moi, je me nomme Bamba Diop. Mon expérience avec le corps de la paix a commencé en 2001, quand j'étais toujours à l'université. Depuis lors, sincèrement, je suis dans le circuit. J'ai quitté juste le corps de la paix pendant 2 ans pour aller à une organisation qu'on appelle Sénécor. Mais depuis 2003 que j'ai réintégré le corps de la paix, je suis au corps de la paix dans différentes positions. J'ai été un facilitateur en langue et en culture pendant 8 ans. Après, j'ai eu à gérer le programme de langue et de cross-culture pendant 5 ans. Après, je suis passé à un poste qu'on appelle le Regional Manager. J'étais en charge de là où les volontaires habitaient, de la construction, de la gestion et de la préparation des sites des volontaires et de leur support non technique pendant 5 ans. Et depuis juillet passé, je suis je suis l'adjoint à la directrice chargée des programmes et de la formation. Particulièrement, je suis chargé de la formation des volontaires actuellement au corps de la paix. Et sur ce, je vais entrer dans le vif du sujet. Tu veux aller à peut-être, oui, allez-y encore. Ok, je voudrais commencer par ce slide-là. La directrice a mentionné que la vision du corps de la paix, c'est de promouvoir la paix et l'amitié dans le monde. Et ceci a été décliné en 3 objectifs. Il y a un objectif de renforcement de capacité et il y a 2 objectifs d'échange culturel. Donc, vous voyez la place de l'échange culturel, combien elle est importante dans notre service. L'objectif de renforcement de capacité, c'est beaucoup plus dans les sites où les volontaires vont servir, sur l'invitation, bien sûr, du gouvernement du Sénégal. Les membres de la communauté, en général, on les aide à renforcer leurs capacités. Et ceci répond beaucoup plus aux principes de développement parce qu'on travaille beaucoup plus sur la durabilité, l'appropriation des projets. Donc, c'est pourquoi on insiste beaucoup plus sur le renforcement des capacités des communautés que les volontaires servent. Il y a, quand Johan a mentionné ça, notre directrice, elle a mentionné ça, renforcement de capacité par rapport au programme où que le Sénégal actuellement a. On est dans le programme d'agriculture urbaine et périurbaine, on est dans le programme d'environnement et on est dans le programme de la santé communautaire aussi. Donc, c'est sur ces 3 aspects-là actuellement que le corps de la paix travaille avec des volontaires qui servent dans beaucoup de régions. Il y a aussi cet aspect de l'échange culturel qui est extrêmement important parce que nos volontaires, que vous verrez plus tard, vivent avec des communautés. Et ceci n'est pas fortuit, c'est quelque chose qui est bien intentionnel parce qu'ils vivent avec les communautés pour
permettre l'échange. L'échange, c'est de permettre aux populations, aux communautés de voir l'Américain dans son vécu, de voir l'Américain dans son quotidien, de voir l'Américain dans sa personnalité, de voir l'Américain sous ses facettes et d'entendre les histoires de l'Américain et peut-être même de recevoir les amis, les parents de l'Américain. Cela, ça permet aux gens réellement de découvrir qui est l'Américain à travers la vraie image, pas à travers les films, les musiques et ça, mais c'est réellement découvrir l'Américain, qui est l'Américain en tant que personne. Et aussi l'Américain qui a acquis cette expérience au Sénégal, l'Américain qui a eu ce vécu-là, qui a eu cette expérience au Sénégal, une fois de retour dans son pays, va dire peut-être à sa population, attention, ce que vous voyez à la télé, ce que vous entendez dans les journaux n'est pas forcément réellement la vraie vie, la vraie culture des populations où j'ai servi nommément le Sénégal. Donc cet échange culturel-là est d'une extrême importance et c'est une chance unique pour toute personne qui a vécu ça réellement. Et j'exhorte les professeurs, les gens à encourager les gens dans ce sens-là. Et cette chance unique-là, c'est pas tout simplement pour les gens qui servent dans la communauté, mais c'est aussi pour nous, staff, membres qui travaillent au sein du corps de la paix. On a une chance unique réellement de faire toute cette expérience, de faire toutes ces rencontres-là. Donc ça, c'est réellement les buts du corps de la paix. Veuillez aller au slide suivant, s'il vous plaît, Cathy. Donc, j'ai beaucoup mentionné les volontaires. Les volontaires, c'est réellement les ressources principales du corps de la paix. Les volontaires, c'est l'essence du corps de la paix. Les volontaires, c'est l'identité même du corps de la paix. On ne peut pas parler de corps de la paix sans parler de volontaires. Oui, les volontaires sont des Américains de tout âge qui vont à travers un processus de recrutement assez rigoureux quand même, parce que on veut quand même amener la bonne graine pour servir, la bonne graine pour avoir un service professionnel, la bonne graine pour représenter non seulement le corps de la paix en tant qu'ambassadeur, mais représenter aussi les États-Unis en tant qu'ambassadeur, parce que c'est l'image des États-Unis qui va être en marketing, qui va être sur la place publique. Donc, ces volontaires-là, c'est tous des Américains qui ont fait un processus de recrutement où, par exemple, l'aspect légal, l'aspect médical, l'aspect compétent, tout ça est tenu en compte. OK. L'autre slide, s'il vous plaît. Quand les gens passent tout ce processus de recrutement-là et viennent au Sénégal, on a une approche de formation que les volontaires subissent. Depuis maintenant 2022, si je ne me trompe pas, mars 2022, le corps de la paix a adopté l'approche par compétence. L'approche par compétence, ça a permis de catégoriser la formation des volontaires en 4 catégories. Toutes ces catégories-là maintenant concourent à créer un volontaire qui va pourvoir un service professionnel, qui va être l'ambassadeur du corps de la paix, qui va être l'ambassadeur des États-Unis. Comme vous voyez, il y a cette section qu'on appelle la section Exemplified, il y a cette section qu'on appelle la section Demonstrate, il y a cette section qu'on appelle la section Integrate et il y a cette section qu'on appelle la section Facilitate. J'ai pas voulu réellement traduire ça en français, j'ai voulu laisser tel quel comme ça pour que ça ait de la quintessence. Dans, par exemple, la première section qui est Exemplified, là-bas, on parle de tout ce qui est orientation de service. Que le volontaire, des compétences réellement qui permettent au volontaire d'avoir une orientation au niveau de son service. Dans la partie qu'on appelle Demonstrate, là-bas, on forme le volontaire par rapport aux compétences qui lui permettent de prendre en charge sa propre sécurité et sa propre santé une fois sur le terrain. Donc, il faut que ces volontaires soient compétents dans ce domaine-là. Il faut qu'ils nous montrent ça. La partie qu'on appelle la partie facilitate, cette partie-là fait référence et remonte un peu, je vous ai dit, de renforcement de capacité. Cette partie-là est jointe à cette partie de renforcement parce que c'est la partie technique. C'est la partie où le volontaire va apprendre à faire du développement
sur le terrain, fait à renforcer la capacité des gens sur le terrain, à faire des sessions techniques comme dans l'agriculture, dans la santé, dans l'environnement, faire du monitoring et evaluation, faire du capacity building sur le terrain. Donc, c'est cette partie où réellement qui va consacrer cet objectif ou bien de renforcement de capacité. La dernière session ou bien la dernière catégorie, c'est la catégorie intégration. Ça, c'est réellement la catégorie clé pour nous. Et si vous voyez dans cette catégorie intégration, il y a deux compétences majeures qu'on va essayer de couvrir dans la formation des volontaires. C'est la compétence engagement culturel et la compétence langue et communication interculturelle. Je pense qu'il y a une différence quand même entre langue. Il y a une nuance, je ne dirais pas une différence, mais il y a une nuance entre langue et communication interculturelle. Et quand Sahir va venir dans les détails, il va vous expliquer ça. Veuillez aller au slide suivant, s'il vous plaît. Là, on s'est interagi d'une manière appropriée dans un environnement complexe, tout en prenant en compte les différences et les similarités culturelles. Donc ici, déjà, le volontaire va être placé dans un environnement où il va démontrer, il va s'exprimer en termes en termes d'engagement, en termes d'interaction. Mais tout en intégrant une communauté, on demande toujours aux volontaires de rester soi-même. Parce que il n'y a pas une différence à 100%, il n'y a pas une similarité à 100%. De c'est prendre en compte quelles sont ces différences que j'ai et quelles sont les similarités que j'ai et comment est-ce que je vais conjuguer ces deux-là pour pouvoir intégrer cette communauté-là et pouvoir vivre en toute conformité avec cette communauté-là. Donc ici, il y a beaucoup de leçons qu'on va donner, par exemple, à la personne. C'est par exemple, c'est la leçon famille, par exemple. C'est la leçon salutation, par exemple. C'est la leçon comme les cérémonies, par exemple. C'est la leçon comment vivre dans une famille. Donc, toute cette expérience-là va lui être offerte pour pouvoir vraiment être compétent dans ce domaine spécifique qui est l'engagement culturel. Et les détails, ça va y revenir dans ça. Au prochain slide, s'il vous plaît. La prochaine compétence, c'est la compétence langue et communication interculturelle. Ici aussi, c'est défini tel quel. C'est interagir effectivement avec les membres de la communauté en utilisant la ou bien les langues enseignées. Sahir va vous donner la liste des langues qu'on enseigne au cours de la paix dans un contexte communicatif varié. Vous savez, dans toute cette communauté, il y a quand même quoi qu'on puisse dire. Il y a la langue qui est l'expression orale de la communication, mais il y a aussi des stratégies de communication culturelle. Parce que on peut avoir par exemple, il y a des styles de communication directs. Et dans ces styles de communication directe, on peut parler de la langue. Il y a des styles de communication indirects. Et pour ces styles de communication qui sont indirects, il faut savoir quand même décoder les signes. Il faut savoir ce que ces signes-là représentent. Il faut savoir qu'est-ce que ces combinaisons de signes-là, qu'est-ce que ces codes linguistiques ou bien ces codes de communication, qu'est-ce que cela veut dire dans la communauté pour éviter les faux pas. Ou bien si on fait un faux pas par rapport à ces codes-là, comment est-ce qu'on va se rectifier? Donc, tout ça est enseigné aux volontaires, bien sûr avec une priorité qui va être mise sur la langue pour pouvoir fructifier ou bien rendre beaucoup plus fluide la communication des volontaires avec les membres de la communauté. Donc, moi, je suis juste en train de camper le débat par rapport à ça et je vais passer la parole à Sahir Dia maintenant qui va entrer beaucoup plus euh, dans les détails de l'apprentissage de la langue au corps de la paix. Merci beaucoup. Merci à Bamba, mais aussi un grand merci à Cathy qui nous a invités pour ce webinaire. Mais nos remerciements aussi vont également à l'endroit de la directrice du corps de la paix et de la directrice du Programming and Training qui nous ont donné l'opportunité aujourd'hui de parler de l'un des plus beaux programmes de langue au corps de la paix mondiale. Donc, le Sénégal est un pays un poste où vraiment nous mettons l'accent sur l'importance des langues. Et pour cela, la formation se fait pendant le pre-service training, ce qu'on appelle le PST. C'est dès que
les volontaires viennent, ils ont 10 semaines de formation. Mais ces 10 semaines de formation ne sont pas seulement limitées aux formations linguistiques seulement. Donc, il y a la formation linguistique, mais en plus de cette formation linguistique, ils font d'autres formations comme des matières techniques à apprendre, mais aussi une formation en santé, une formation en sécurité aussi. Donc, après 3 mois de formation initiale, ils reviennent pour faire ce qu'on appelle le in-service training, et ça, c'est 2 semaines. Pendant ces formations de 2 semaines, on met l'accent beaucoup plus sur la formation technique et on donne quelques cours de langue, quelques cours de renforcement seulement. Et en mid-service aussi, ils reviennent après un an de service, juste pour un peu avoir quelques notions beaucoup plus approfondies en technique et en langue. Et à la fin de leur service, nous avons ce qu'on appelle le close of service. Si vous voulez aller au slide suivant. Voilà. L'objectif principal de notre formation de langue, c'est de permettre aux volontaires d'acquérir des compétences nécessaires qui vont leur permettre de faire leur travail une fois dans le terrain. Donc, cette formation en linguistique va en communion avec ce qu'on appelle une formation culturelle. Donc, on ne peut pas apprendre une langue, vous êtes des experts, on ne peut pas apprendre une langue sans connaître la culture. Donc, la formation linguistique va de pair avec ce qu'on appelle une formation aussi en cross-culture ou bien une formation culturelle. Donc, l'objectif aussi, c'est d'avoir des volontaires capables d'avoir un niveau minimum requis pour pouvoir vraiment commencer le travail avec les communautés. On ne leur demande pas d'être excellent en langue. On ne leur pas demandé d'avoir un niveau avancé, mais on leur demande juste d'avoir un niveau intermédiaire qui va leur permettre de continuer leur apprentissage dans les communautés. Donc, une fois dans les communautés aussi, pendant tout leur service, les volontaires continuent à apprendre les langues. Ils peuvent apprendre les mêmes langues qu'ils ont appris pendant le PST, mais aussi ils peuvent essayer de nouvelles langues. Par exemple, s'ils sont dans une communauté où il y a 2 langues dominantes, la langue qu'on leur a enseignée pendant le PST peut changer et ils peuvent eux-mêmes avoir un tuteur ou quelqu'un qui les aide à apprendre une deuxième langue. Mais aussi, c'est l'opportunité pour eux d'apprendre le français. Dans les communautés, il est plus facile pour eux d'apprendre le français que d'apprendre, par exemple, de commencer une nouvelle langue. Et il y a quelqu'un dans le panel ici que je salue de passage, Matou Diallo, avec qui nous avons fait nos débuts au Corlapé. Et nous avons eu à participer à des formations avant d'être recrutés comme formateurs de langue. Donc, le programme du Corlapé commence d'abord à former ses professeurs. Après la formation, on sélectionne les meilleurs pour leur permettre de devenir des formateurs de langue et de cross-culture au Corlapé. Slide suivant. Donc, pour faire un peu l'historique de l'enseignement des langues du Corlapé Sénégal, il faut d'abord dire que nous avions commencé par le français. Donc, pendant un PST de 11 semaines, on avait l'habitude de donner au moins quelques cours de français au début, pendant au moins 5 semaines, avant d'enchaîner avec les langues locales. Mais la remarque et les feedbacks ou bien les évaluations que nous avons effectuées nous ont permis qu'enseigner 2 langues pendant 11 semaines pouvait être vraiment un frein au développement linguistique des stagiaires. Et nous sommes allés directement maintenant dans les langues locales. Et ceci permet aux volontaires de mieux s'intégrer parce qu'une fois dans les communautés, peut-être qu'ils ne vont pas entendre les gens parler français, mais les gens vont s'exprimer dans leur langue locale. Et pour pouvoir vraiment commencer le travail très tôt au niveau communautaire, s'ils ont déjà un niveau intermédiaire, ça leur permet de débuter dès qu'ils arrivent dans leur communauté à vraiment participer aux activités communautaires et à commencer à mettre en place leurs projets. Donc, les langues que nous enseignons sont au nombre de 8, mais depuis, par exemple, le retour des volontaires après COVID-19, nous n'enseignons que 6 langues, mais nous tendons vraiment à vers ces 8 langues que nous avions l'habitude d'enseigner dans le passé. Donc, nous couvrons presque toutes les langues, beaucoup de langues qui sont parlées dans différentes régions du Sénégal, et nous couvrons la totalité du pays, n'est-ce pas, excepte la région de Ziguinchor, où vraiment nous voulons retourner bientôt avec l'approbation du leadership.
Voilà, donc les langues que nous apprenons, c'est le français, c'est le Wolof, le Serer, le Pulaar du Nord. Donc les différents types de Pulaar. Donc il y a le Pulaar du Nord qui est parlé dans la région de Matam, dans le département de Podor. Il y a aussi le Pulafuta vers la zone vers la Kolda. Il y a le Fulakunda aussi qui est dans la zone de Kolda, Mandinka au sud du Sénégal, n'est-ce pas? Mais aussi Mandinka dans certaines zones de la région de Kaolack. De Kaolack, mais aussi de Kolda aussi. Le Bambara, depuis quelque temps, on ne l'enseigne pas, mais on pense bientôt peut-être le reprendre. Le Djahanké aussi, qui est parlé dans la région de Kolda et de Sédhiou. Voilà là où nous sommes exactement par rapport aux langues. Slide suivant. Donc, l'approche que nous utilisons, c'est ce qu'on appelle le CBT, c'est-à-dire l'approche est basée sur la communauté. Donc, une fois que le stagiaire vient au Sénégal, après une semaine dans le Training Center, qui est à Thiès, nous formons des groupes de langues que nous envoyons dans des sites de formation. Donc, ces sites de formation sont à peu près tous dans la région de Thiès, n'est-ce pas, vers Mbour, vers la région vers Khombol, qui est dans la région de Thiès, n'est-ce pas. Donc, nous formons des groupes et chaque groupe va dans un site avec un formateur, avec ce qu'on appelle un Language and Cross-Cultural Facilitator. Et chaque groupe, en général, va passer la plupart du temps dans ces sites de formation pendant le PST. Donc, une fois dans la communauté, d'habitude, les matins, nous faisons des classes de langue et l'après-midi, on va dans les communautés pour pratiquer. Donc, on aligne un peu ce qu'on appelle théorie et pratique. Donc, toutes les leçons qui sont pratiquées, qui sont faites dans la classe le matin, sont pratiquées dans l'après-midi, dans les familles. Donc, chaque stagiaire habite avec une famille pendant toute la formation. Donc, ils se retrouvent le matin en groupe, comme vous voyez sur cette photo. Ils se retrouvent en groupe sous l'arbre. Donc, il n'y a pas de classe formelle avec des chaises, c'est des classes informelles sous l'arbre, n'est-ce pas, dans un coin de la maison ou, par exemple, avec le groupement des femmes ou avec le groupement des jeunes. Donc, c'est des classes vraiment très informelles dans lesquelles on fait des leçons de grammaire, mais aussi on fait du vocabulaire. Mais on pousse beaucoup les stagiaires à aller eux-mêmes apprendre dans la communauté. Donc, ils rentrent chez eux avec des devoirs et ils reviennent le lendemain pour corriger et partager ce qu'ils ont appris avec leur père. Donc, slide suivant. Donc, comme Bamba avait dit, la méthodologie et l'approche, c'est une approche vraiment très, très communicative, où on pousse le stagiaire à développer lui-même, n'est-ce pas, des stratégies, n'est-ce pas, à parler, à utiliser ce qu'il a appris en classe, mais aussi ce qu'il a appris dans la communauté, n'est-ce pas. C'est une approche aussi basée sur des tâches. Donc, on leur donne des tâches à faire et ils reviennent dans la classe avec ces tâches exécutées pour partager avec les autres pairs avec lesquels ils partagent leur classe. On aime aussi à ce que le stagiaire puisse, à la fin du PST, utiliser toutes les techniques qu'il a apprises pendant la formation, les utiliser dans sa communauté permanente pour former d'autres personnes. Donc, c'est ce qu'on appelle une approche qui est vraiment TOT approche, approche de formation, forme des gens qui plus tard vont former des communautés. Et l'approche naturelle, c'est l'enseignement dans la communauté, l'enseignement chez lui, l'enseignement avec les jeunes, l'enseignement avec le groupement des femmes. Donc, il va lui-même apprendre naturellement, n'est-ce pas? Par exemple, au lieu d'insister sur l'aspect grammaire seulement, on donne l'opportunité aussi aux stagiaires d'aller dans sa communauté et de pratiquer, de revenir avec des vocabulaires, d'apprendre la langue dans la langue, mais surtout de venir partager ce qu'il a appris avec les autres membres de la classe. Donc, on essaie de couvrir tous les styles d'apprentissage des volontaires, mais aussi on insiste aussi sur les formes d'apprentissage linguistique. On les fait écouter, on les fait parler, on les fait faire de la lecture et écrire l'alphabet Wolof ou Pulaar ou Serer aussi. Donc, tout ça forme un ensemble qui permet à un stagiaire de pouvoir faire des progrès à la fin de son service de formation pendant les 11 semaines. Slide suivant. Donc, comment nous évaluons en général nos stagiaires? Donc, comme on l'a dit au début, on aimerait avoir des stagiaires avec un certain niveau, n'est-ce pas? Et pour cela, on les fait faire des tests de langue qu'on appelle le LPI, le Language Proficiency Interview,
qui est un dérivé un peu du TOEFL. Donc, les formateurs qui sont ici sont formés et certifiés pour pouvoir conduire des tests de langue à la fin de la formation, en mi-service aussi du volontaire et à la fin du service du volontaire. Donc, le volontaire part d'ici avec des certificats comme quoi qu'il y a eu une acquisition linguistique basée sur le LPI critère, sur les critères de LPI. Donc, le niveau minimum requis pour pouvoir faire le swearing-in, c'est-à-dire pour pouvoir devenir volontaire, c'est avoir le niveau intermédiaire moins. Et le niveau intermédiaire moins veut dire qu'un stagiaire est capable, n'est-ce pas, de comprendre des discussions à un niveau moins, de pouvoir vraiment poser et répondre des questions à un niveau intermédiaire, mais surtout aussi de pouvoir servir dans sa communauté d'une manière sécure, n'est-ce pas? Donc, pouvoir demander de l'aide en cas de besoin, mais pouvoir aussi survivre dans sa communauté. Donc, le niveau intermédiaire moins, c'est un niveau de survie, n'est-ce pas, linguistique qui permet aux stagiaires de vraiment commencer le travail dans sa communauté. Mais tout au long de la formation, nous évaluons les stagiaires. Donc, il y a des évaluations hebdomadaires que nous faisons, que le Language Facilitator fait, le formateur de langue fait chaque semaine avec son stagiaire. C'est le moment aussi du stagiaire de développer, n'est-ce pas, des stratégies avec son formateur, mais aussi de donner des feedbacks par rapport à comment le formateur donne les cours. Donc, dans toute la formation que nous faisons, nos volontaires et nos stagiaires ont leur mot à dire parce qu'à la fin de la journée, c'est eux-mêmes qui sont responsables de leur formation linguistique. Donc aussi l'équipe de Thiès, le staff de Thiès aussi fait souvent des visites dans les sites où les stagiaires sont pour leur permettre pour les écouter d'abord, mais de permettre aussi à ces stagiaires de donner leur avis sur la formation globale que nous faisons au niveau du corps de la paix. Voilà, grosso modo, ce que nous faisons en matière de formation linguistique. Nous sommes ouverts à vos questions et peut-être je vais retourner la parole à Bamba s'il y a des points ou à Johan s'il y a des points qu'ils veulent recouvrir ou à clarifier. Merci beaucoup. À mon niveau. Je vous remercie pour toutes ces informations magnifiques, bien expliquées. Je vais revenir peut-être pour montrer la carte du Sénégal. J'ai bien aimé la carte avec les langues ici. Aussi, j'imagine que la plupart des profs qui sont ici aujourd'hui avec nous, ils savent déjà quelque chose sur le Sénégal. Mais voici une carte pour montrer un peu. Le Sénégal, ce n'est pas si loin que ça. Donc, on peut y aller dans un vol de 7h30. Et dès demain, quand nous changeons l'heure aux États-Unis, il n'y a que 4 heures de différence entre la côte est des États-Unis et le Sénégal. C'est pas très, très loin. Peut-être dans le chat, Atou, est-ce que tu peux écrire peut-être les noms des villes dont il a mentionné Thiès, Kolda, Tombol, comme ça, ils vont connaître quelques noms des villes sénégalais aussi. Donc, je reviens et dans le chat, je crois qu'il y avait quelques questions. Matou, est-ce que tu Oui. pourrais les poser? Oui, il y a une question qui dit, mais est-ce que le corps de la paix est toujours fort avec Trump? Je pense que ça, c'est pour moi. Oui, ça c'est pour Johan. Oui, on a trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui, depuis le corps de la paix dans cette administration, nous sommes, après la pandémie, c'était une période très difficile parce que tous les volontaires étaient évacués dans le monde et nous sommes dans une période de retourner et ça prend du temps. Maintenant, il y a presque 3000 volontaires en service et l'administration de Trump, ils sont établir une cible de 8000 volontaires par l'année de 2030. Alors, maintenant, toujours, il y a des défis avec des défis budgétaires, mais en réalité, on trouve qu'on peut continuer. On a vu beaucoup de changements avec d'autres organisations comme USAID et d'autres organisations gouvernementales, mais pas le corps de la paix. Alors, nous sommes très contents de continuer et il paraît que
Avec chaque administration, il y a des changements. Mais au présent, ça va, ça marche. Merci pour la question. J'ai une question. Alors, je crois que c'était, je ne sais pas si c'était Bamba ou euh, Jay Tahir. qui avait dit que c'est la langue et la culture que vous enseignez avant dans le PST. Donc, je me demandais si vous avez des exemples des faux pas typiques que vous enseignez pour que les volontaires les évitent ou si vous avez entendu des histoires. Bon, je pense que je vais aller peut-être Sahir qui a une maman beaucoup plus fraîche. Par exemple, c'est juste quand la personne vient, la salutation. Il n'y a rien que à partir de la salutation, là-bas, il y a beaucoup de faux pas que les volontaires font. Ouais, parce qu'ils ne sont pas peut-être habitués à la culture de salutation des Sénégalais qui saluent à tout bout de champ. Je te retrouve assis ici, je vous salue. Je te retrouve Ravélois, je vous salue encore. On salue avec la main droite. Rien que dans la salutation, il y a pas mal de faux pas que les volontaires font. Les communautés insistent souvent sur demander aux volontaires de saluer parce que c'est la clé de la communication, c'est la clé de l'interaction dans la communauté sénégalaise. Le manger, par exemple, la manière dont les Sénégalais mangent. On a une session, ce qu'on appelle dans notre PST, on a Cultural Fair. On fait une foire où il y a différentes stations. Par exemple, j'ai parlé de salutation. Il y a une foire où on parle, par exemple, de comment manger. On parle, le attaya, le thé, est un aspect très important de la culture sénégalaise. Donc, il y a un stand où on parle, par exemple, de comment prendre le thé, quelle est la connotation culturelle du thé. Il y a un stand où on parle, par exemple, de la religion dans la vie sénégalaise. Donc, ce cultural fair, au moins, il y a pas mal de choses où on cible les faux pas les plus communs, les plus faits par les volontaires. On essaye quand même de les mettre en exergue durant cette foire-là. Je ne sais pas, Sahel, si tu as autre chose peut-être à ajouter. Merci, Bamba. Je pense que vous avez très bien expliqué la préparation culturelle que nous donnons aux volontaires. Mais nous leur disons aussi que cette formation, c'est comme un laboratoire. Donc, nous considérons les sites de formation là où les volontaires vont comme des laboratoires. Donc, avant d'aller dans leur site permanent, ils ont l'opportunité de faire des faux pas culturels qui sont corrigés par leur famille au niveau du Community Based Training, mais aussi par le LCF. Donc, chaque fois le matin, quand ils viennent en classe, on leur donne 30 minutes pour parler des challenges qu'ils ont eus dans les familles, des faux pas qu'ils ont commis, mais aussi de leur donner des stratégies, n'est-ce pas, que eux-mêmes ils vont mettre en pratique. Les familles et le centre de formation sont des laboratoires où vraiment les faux pas sont permis. Bamba a parlé de salutation. L'autre aspect aussi, c'est quand ils sont dans les familles, quelquefois, ils oublient de demander la permission quand ils sortent, c'est-à-dire de dire où ils vont, parce qu'ils n'ont plus l'habitude. N'est-ce pas? C'est des gens qui ont vécu seuls pendant des années. Une fois dans les familles, des fois, on reçoit des feedbacks qui disent que, oh, mon volontaire, je ne sais même pas où il est. Donc, ça aussi, c'est des faux pas, quelquefois, culturels, qui sont liés au fait qu'ils sont nouveaux dans la communauté. Mais quelquefois aussi, les familles sont très protectives et ils ne veulent pas que les volontaires aient des problèmes. Donc, ils demandent à ce que les volontaires leur disent où ils vont, quand est-ce qu'ils vont revenir. Et ça aussi, c'est un grand challenge pour les volontaires. Je peux ajouter une perspective américaine. Oui, parce que je trouve comme Bamba, il a parlé d'une façon de communication directe et indirecte. Et vraiment, je trouve que pour les Américains, normalement, on bien apprécié la communication directe. On pense que ça, c'est plus efficace, c'est plus clair. Mais ici, je trouve que si on pense, on peut être trop direct et ça, les gens pensent que c'est pas joli. Et c'est pourquoi je pense qu'ici au Sénégal et en des langues, il y a beaucoup de proverbes. Et je pense qu'on peut toujours donner un proverbe pour avoir un discours, une discussion sans tous les détails, mais en donner une expérience ou bien une image sans être trop direct.
Alors, je ne sais pas si ça c'est clair, mais Cathy, peut-être tu as la même expérience. Oui, parce que je crois qu'aux États-Unis, on pense qu'on est plus poli si on va poser la question très vite pour ne pas gâcher le temps de l'autre personne. Par contre, au Sénégal, on ne va pas commencer avec la question, on va commencer avec toutes les salutations. Ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes même, avant de commencer la conversation souhaitée du point de vue américain. Oui, je comprends. Et surtout les proverbes. Je les ai entendus expliquer la situation, mais je sais que Matou, il en a beaucoup. On en parle presque chaque fois que nous parlons ensemble, un proverbe sénégalais qui explique une situation. Ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup. Mais quand je suis arrivé ici pour étudier, là, j'avais des problèmes aussi de culturel comme ça, sur les salutations, parce que même si j'étais bien formé par le corps de la paix, donc, mais j'avais toujours cette façon quand je vois les gens, pour moi, je dois être poli, je dois saluer. Et les gens m'invitaient parce que je saluais trop. Donc, j'ai eu ce choc-là, moi aussi, quand je suis arrivé au Vermont. Mais je devais m'adapter à la situation américaine. Donc, mais c'est comme ça, donc c'est les différences culturelles. Il y a une question, Cathy, qui dit combien de volontaires y a-t-il en ce moment au Sénégal? 98. Oui, on est à 98 volontaires actuellement. Excellent, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être je peux poser une question pour Bamba et Sahir. Quel est le bénéfice ou davantage d'avoir un stagiaire qui parle français? Parce que pour nous, c'est complètement les langues locales. Mais quelle est la différence si on a un volontaire avec le français ou sans français? Je pense que Johan a posé une très bonne question. Il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Pendant le service, c'est un avantage pour un volontaire de parler français, mais pendant la formation, ça peut être un inconvénient parce que cette personne a tendance à s'exprimer en français parce qu'il est ou elle est déjà à l'aise dans le français. Alors que quelqu'un qui n'a rien en français, il va se débrouiller avec le peu de langue, le peu de Wolof ou le peu de Serer qu'il a, n'est-ce pas? Il va faire du franc Wolof, franc, etc., etc., pour pouvoir survivre dans la langue. Mais l'avantage, quelquefois, quand on a le français, il y a des sites qui vraiment ont besoin de quelqu'un qui parle français. Donc, quand les volontaires viennent, d'habitude, pendant la première semaine, on leur fait un test de langue pour voir quel est le niveau de français. Et une fois que nous avons ce niveau, nous partageons ça avec l'équipe technique, c'est-à-dire les programming, qui ont la responsabilité d'affecter les volontaires dans leur site. Maintenant, au moment de l'affectation du volontaire, ils vont essayer de voir est-ce que dans tel site, le volontaire va travailler avec l'administration ou est-ce que ce volontaire a besoin de français. Donc, en plus des langues locales, ils mettent aussi l'accent sur ceux qui ont le français pour les affecter dans des sites où vraiment ils ont besoin de faire des documents en français, etc. Mais pour ceux qui n'ont que l'anglais, les meilleurs en langue, en général, c'est des volontaires qui viennent juste avec l'anglais, en général, parce qu'ils vont faire le focus sur la langue qu'ils apprennent. En bas, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je pense que c'est un couteau à double tranchant, comme l'a dit Sahir autrement. Mais en général aussi, c'est les volontaires souvent, une fois qu'on a fait les tests de langue, c'est les volontaires souvent à qui on donne ce qu'on appelle chez nous les langues minoritaires. Parce que c'est des langues qui sont un peu dans les zones un peu éloignées, comme par exemple le cas du Mandinka, comme par exemple le cas du Djahanke, ou bien comme par exemple le cas des langues qui ne sont pas très très courantes dans le vécu sénégalais. Au moins, cela va permettre à ces volontaires-là, quand ils sortiront de leur site, de pouvoir avoir une langue de communication avec les autres membres dans le Sénégal. Un autre avantage peut-être que je vois dans ça, c'est par exemple si le volontaire a terminé ses 2 ans et que le volontaire veuille faire une troisième année dans une structure beaucoup plus formelle, là, c'est-à-dire c'est beaucoup plus facile pour ce volontaire-là parce qu'il y a il y a des structures qui cherchent des volontaires qui sont quand même plus ou moins assis en français pour la communication officielle et aussi pour le reporting et ces choses-là.
Merci. Je peux poser une question, peut-être. Quel est l'impact du corps de la paix, surtout des volontaires, dans leur zone de service et aussi vice-versa, l'impact sur les volontaires? Sahir, Bamba. Bon, je vais plonger après les autres vont, comment dirais-je, vont compléter. Mais bon, quand on parle de développement et qu'on utilise le mot impact, je pense que ça a tout son sens. Impact, souvent, c'est pas durant le service du volontaire en général qu'on réalise ça. Je pense qu'il y a même des gens qui sont spécialisés dans l'étude d'impact. L'impact, souvent, c'est des années après qu'on réalise ça. On parle beaucoup plus souvent de outcome et de output, beaucoup plus que d'impact. Si on parle des choses récentes, c'est-à-dire si on parle des choses que le volontaire a vécu ou bien peut voir. Et comme vous le savez, le volontaire, souvent on parle de renforcement de capacité. Et dans la majeure partie du cas aussi, on parle de euh, person to person. Nous, souvent, on dit si par exemple un volontaire arrive à avoir un impact sur une seule ou bien un seul membre de la communauté qui peut, par exemple, faire de l'impact avec le temps, pour nous déjà, c'est un résultat extraordinaire. Je donne juste, par exemple, un exemple. Il y a un an ou bien 2 ans de cela, j'étais dans une formation à Saint-Louis et là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans Fit for the Future. Cette personne-là, c'est une personne qui, dans sa famille, a eu à abriter un volontaire. Et c'est ce volontaire-là qui a tellement inspiré cette personne-là. Il est allé faire des études aux États-Unis. Il est revenu, il travaille dans Fear for the Future. Et dans son village, ce volontaire-là a mis en place un comité qui se charge même, par exemple, du développement de sa communauté. Donc là, on peut parler de l'impact. Maintenant, quand on prend par exemple le cas du volontaire en tant que tel, je pense qu'il n'y a aucun volontaire qui va faire ces deux services. Quand vous lui direz, est-ce que ce service a été positif? Il n'y a aucun volontaire pour moi qui va vous répondre d'une manière négative. Et si, par exemple, dans les exit interviews, dans la majeure partie du temps, les volontaires ont toujours l'impression d'avoir acquis beaucoup plus qu'ils n'ont donné dans leur communauté. Et vous pouvez le voir, c'est des gens qui, si je peux parler de input, de output, quand ils vont sortir de leur service, c'est des personnes totalement métamorphosées. Excusez-moi du terme, mais beaucoup plus sociales, beaucoup plus humains, beaucoup plus humbles, beaucoup plus, et qui beaucoup plus ouverts même à d'autres maintenant challenges de la vie. Bon, ça peut-être Johan, vous pouvez ajouter, Johan, vous avez été volontaire, donc vous pouvez beaucoup plus vous s'exprimer en expérience. Merci. Merci. Oui, je pense que c'est pour moi un indicateur de succès, c'est toujours je pose la question, est-ce que vous avez fait une connexion vraie avec une autre personne, un Sénégalais? Et si c'est tout le temps, il dit oui, et pour moi, ça c'est le succès. Comme Bamba a dit, peut-être cette personne, il va continuer et peut-être il peut être le président. Ça dépend. C'est la connexion humaine. Mais je voudrais parler de deux choses. Il n'y a pas d'argent avec le corps de la paix. Le budget, c'est très, très petit. Alors, c'est pour la plupart des choses, c'est pour l'appui des volontaires et aussi de le staff. Mais pour d'argent, pour des projets, par exemple, non, il n'y a pas d'argent. Et ça dépend d'une volontaire avec une communauté, il peut développer un projet. Si c'était identifié par la communauté, après, le volontaire peut demander ou bien qui peut advertiser leur projet sur ligne avec le Peace Corps Partnership Program. Ça, c'est en ligne. Et si n'importe quelle personne veut d'appuyer un projet, on peut donner d'argent pour la subvention que le volontaire peut utiliser avec la communauté pour mise en œuvre un projet. Et ça, c'est une façon que chaque personne, chaque volontaire, il va notifier son communautaire aux États-Unis, son famille et des amis, et il peut
ajouter d'argent là-bas. Mais c'est une opportunité pour beaucoup de personnes de participer et d'avoir l'impact aussi. Ça, c'est une façon de faire l'impact plus grand qu'un volontaire dans une communauté. Et l'autre chose, j'ai vu sur le chat que Eric, il a fait le service ici au Sénégal. S'il a une expérience qu'il veut partager, ça c'est possible aussi. S'il pense qu'il a fait un impact ou qu'est-ce que c'est l'impact sur lui pendant le service. Et c'est pas obligatoire pour Eric. Non, 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 avec plaisir, avec plaisir. Non, c'est en fait ce que Bamba a dit. Bamba a dit que c'est normalement le volontaire qui acquiert plus qu'il donne. Et c'est le cas pour moi aussi. Je peux citer quelques petits projets, mais je me souviens en 2014, j'avais 23 ans. Je viens de sortir de l'université. Je n'étais pas expert. J'y suis allé, j'ai reçu une formation, j'ai fait de mon mieux, mais en fait, c'est de mon côté aussi, je crois que j'ai reçu plus que j'ai donné à cause des communautés avec qui j'ai fait des connaissances et avec des personnes avec qui j'ai travaillé. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui, un moment de partager comme ça, avec tous les heures différentes, de la côté est des États-Unis, la côté ouest, même au Sénégal. Donc, avec la technologie et les Zooms, on a vraiment de la chance de pouvoir être ensemble comme ça. Si vous voudriez aller au Sénégal avec nous, ça aussi, c'est une possibilité avec des profs ensemble, ou bien si vous voulez organiser un voyage pour vos élèves ou vos étudiants, on peut en parler. Donc, vous avez tous mes contacts et ça, c'est une possibilité un de ces jours. Si vous voulez montrer vos vidéos avant de quitter, ou si vous voulez poser une dernière question, on a l'enregistrement, je l'aurai avec l'accord de Joanne. Joanne, ça va si je partage l'enregistrement avec les profs qui se sont enregistrés? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, Avec plaisir. je vais le mettre sur YouTube et je peux partager avec tout le monde après. Donne-moi un jour, 2 jours de le télécharger pour vous. Et oui, vous pouvez partager avec vos élèves une partie, tout l'enregistrement comme vous voulez. C'était vraiment un plaisir. Bonjour Ashley. Elle est venue de Texas, n'est-ce pas? Oui, on est de partout. Et dans des volontaires qui sont ici, maintenant, on a 2 volontaires qui font partie de le dernier groupe que vous avez envoyé ici. N'est-ce pas, des enseignants. Oui, un volontaire de Texas? Oui, Un de Texas et un de Virginie. oui. Donc, il y a une jeune femme qui habite juste à côté de moi. J'ai fait connaissance d'elle juste avant son départ au Sénégal. Je lui ai donné quelques conseils avant d'y aller, mais voilà. Ah, c'était formidable. Je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui, surtout pendant le Ramadan. Je sais que c'est pas évident et aussi pendant le week-end pour les Sénégalais de prendre le temps et Joanne d'organiser tout cela, la présentation super bien fait et on a beaucoup appris et beaucoup apprécié ce que vous faites là-bas. Pour nous aux États-Unis et pour vous au Sénégal aussi. Donc, vraiment, c'est une chance. Le plaisir est partagé, Cathy. Oui, Niofar. Oui, Newfar. Bien, merci beaucoup. OK, merci à tout le monde. Merci. C'est à la prochaine. Prochaine. Ok, Matou, merci. merci, Matou. Bye. Prochaine, merci. Merci.